Donc bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux, ça fait très plaisir. Pour la 4e année de l'Université populaire, si je ne me trompe pas. Je vais quand même faire un petit résumé de l'histoire de l'Université populaire, faire un petit discours d'entrée, on va dire, qui a été créé donc en 2012, il y a 3 ans, maintenant 4 ans, pardon. Presque 4 ans, pas tout à fait. Dans un climat, on va dire, très dystopique, où finalement, il y avait beaucoup de résignation par rapport à l'avenir, et avec des amis médecins, des spécialistes, des professeurs, on a décidé donc de lutter un petit peu contre ce climat très dystopique pour rassembler des personnes autour de savoir, essayer de mutualiser, de faire en sorte qu'on puisse avancer ensemble pour un renouveau territorial. C'est très utopique, mais on n'a rien à perdre après tout. Donc voilà, cette université a été ouverte dans ce but-là. Je vais vous parler un petit peu de tout ce qu'on va faire cette année. On commence avec la climatologie, M. Aubertin, merci d'être venu. Voilà, qui va vous parler un petit peu des changements du climat en Franche-Comté et dans le monde. Comment dire, la montée des eaux, etc. Enfin, les modifications de la banquise peut-être, ou du ciel, du taux d'humidité, enfin tout. Je pense qu'on va voir un petit peu l'ensemble des modifications du climat et comment ça va nous affecter et peut-être comment on va s'y adapter. Je laisse faire M. Aubertin, et là-dessus je ne m'avance pas. Ensuite on accueillera, comme tous les ans, le docteur Olivier Coërette qui vient faire ses 3 conférences années. Autant que je m'en souvienne, cette année, je crois qu'il va parler, j'en suis pas sûr, vous regarderez sur le site, je ne les ai pas en mémoire, je crois qu'il y a l'ADN, le virus du sida, et puis une 3e demande. Alzheimer, voilà, tout à fait, je vous remercie. Ça peut me concerner, peut-être que je devrais aller voir un médecin. Ensuite, la psychosociologie, je vais parler du transhumanisme, un nom un peu peut-être barbare, mais l'évolution de la médecine et de la mécanique, comment on appelle ça, la technologie en règle générale, la nanotechnologie, Alzheimer n'est pas loin en effet, comment fait qu'aujourd'hui la médecine passe par l'introduction de micromatériaux dans le corps humain, donc ça modifie beaucoup de choses au niveau philosophique, au niveau corporel. Donc on va un petit peu développer tout ça, voir les grandes transformations de l'humain du futur, on va dire, par rapport à cette technologie. Donc ensuite le commerce international, avec la participation exceptionnelle des amis du monde diplomatique. Donc on va envisager ensemble le grand marché transatlantique. Quand je dis une menace pour les biens et les citoyens, c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'augmenter par tous les moyens la capacité des biens à fluidifier le plus possible la consommation et l'échange des biens. Donc vous verrez que ça influe directement sur le droit des citoyens, c'est ce qui se produit déjà aujourd'hui, et qu'on va voir nos États, je parle nos parce que c'est au niveau européen, complètement transformés par ce nouveau traité. Donc on va essayer de l'aborder sous un angle non politique, on va dire, purement technique et économique, parce que évidemment je tiens à ce que l'Université populaire reste neutre de ce côté-là. Médias et informations, M. Philippe Royer viendra aussi. Lui c'est le co-dirigeant des affiches, que vous connaissez tous, qui viendra parler des transformations autour de la presse depuis une vingtaine d'années, la numérisation, enfin tous les grands changements. Ensuite, les arts et métiers, donc avec M. Claude Gauthier, restaurateur et fabricant en bois, qui préside une association spécialisée dans la transmission des savoir-faire mutualisés, pour que chacun puisse un petit peu, acquérir des savoir-faire pour la rénovation ou la réfection, voire même la création de meubles. Donc il a tout un matériel qu'il partage et il viendra un petit peu partager son savoir. Donc ça peut être aussi très intéressant quand on sait qu'aujourd'hui on peut revaloriser une vieille armoire ou donner un coup de jeune à pas mal de meubles qui ont de la valeur et qui méritent d'être sauvés. Ensuite la phytothérapie, je pense que tout le monde connaît le docteur Jean-Michel Morel, qui est un médecin phytothérapeute assez connu de Besançon, qui a écrit le traité de 600 pages de phytothérapie. Donc il va parler de ces méthodes, puisque la médecine douce avance à grands pas, de ces nouvelles méthodes de fonctionnement pour soigner le corps humain. Je pense très intéressant, d'autant plus qu'il a l'habitude, il fait des conférences à l'université un peu partout, donc c'est un sujet qu'il maîtrise très bien. Monsieur Calleran, Monsieur Calleran, il a eu des petits soucis, il a été un petit peu malade, donc là je vous tiendrai au courant, informé sur le site, parce que c'est
le Fab Lab de Kers et de Luxeuil qui va reprendre la date, peut-être pas tout à fait la même date, je vous tiendrai au courant. Ils font aussi du travail très pointu, je vous invite à aller les voir le dimanche 11 à Luxeuil d'ailleurs. Donc c'est lui qui va vous parler un petit peu des imprimantes 3D et de ce que ça va modifier au niveau économique sur le secteur. Très intéressant à mon avis à ne pas rater. Ensuite, la transition économique, c'est l'association byzantine L'Affranchi qui va venir aussi au mois de janvier pour parler des monnaies locales. Donc là aussi on a beaucoup de mal à le démocratiser sur le secteur, mais il faut savoir que partout en France, ces monnaies locales ont un essor assez important. Elles permettent à l'économie de ne pas partir dans des pays très lointains comme la Chine ou ailleurs, de recentrer sur des circuits courts pour faire travailler finalement les agriculteurs, enfin, les personnes, tout le monde sur le secteur. Celle qui m'a le plus marqué, c'est le King Hour en Allemagne, parce qu'elle réunit 400 000 habitants et c'est du travail sérieux et bien fait, et ça j'admire beaucoup. Donc il viendra en parler et c'est vrai que pour vous je pense que ce sera très intéressant. Donc ensuite l'économie solidaire et sociale, c'est la chambre régionale de l'économie solidaire et sociale de Besançon, de Franche-Comté qui va venir pour parler un petit peu de cette économie solidaire et sociale, puisque cette année c'est surtout sous un angle un peu plus économique, parce qu'évidemment je me fais beaucoup de soucis pour l'avenir, et puis j'ai des enfants comme tout le monde, donc j'y pense. J'essaye d'importer un savoir autour de l'économie solidaire et sociale. Donc la CRES, elle, quand même, à travers l'association U3A, c'est elle qui s'occupe des grandes associations comme l'association hospitalière de Franche-Comté et d'autres grandes associations que tout le monde connaît sur le secteur haute-saônois. Donc à mon avis, là aussi, c'est porteur, c'est très porteur. Donc ils vont venir le 24 novembre. Et puis cette année, donc, on a une activité interassociative avec l'association Beurre-Placal qui essaye aussi de subsister à Nord-Walbourg, d'avoir des idées, des inventions pour tenter de subsister, surtout avec la transformation des territoires, la baisse de dotation et toutes ces choses-là qui sont aussi très inquiétantes. Donc ils ont fait des choses très intéressantes que je vous invite à découvrir sur le site. Un dimanche, je crois que c'est le 27 septembre, un festival avec des films, avec des ateliers découvertes. Et je m'y fais. Alors attendez, je lis bien, dimanche 27, non c'est pas septembre, si c'est septembre, l'ouverture. Et puis je crois que ça ferme en octobre. Voilà, ça dure sur un mois. Ah, d'accord. Merci de me rafraîchir la mémoire. Donc voilà. Et donc j'avais parlé aussi sur le site d'un financement participatif. Et je dois vous avouer que ça n'a pas très bien fonctionné parce qu'à chaque fois il faut ouvrir un compte, il y a tout un système à mettre en place qui est très contraignant. Et c'est vrai que l'année dernière, des participants avaient proposé de subvenir un petit peu aux nombreux investissements qu'on a fait, de nous aider. Et donc si vous le souhaitez, évidemment, vous êtes les bienvenus, vous pouvez venir me voir et vous aurez un compte-rendu fiable de toutes les dépenses, de tout ce qui se fait si vous souhaitez contribuer. Voilà, mais ce n'est pas une obligation, je sais très bien que pour peut-être certains d'entre vous c'est très difficile comme chacun de nous, donc je peux comprendre que parfois on ne puisse pas, donc faites comme bon vous semble. Voilà, donc voilà pour un petit peu la recension de cette année. Et puis pour ceux qui veulent un programme qu'ils n'ont pas eu, j'en ai quelques-uns, donc à la sortie vous pouvez venir les chercher, ils seront là, et voilà, il n'y a pas de souci. Donc encore une fois bienvenue, merci d'être présent, et puis je laisse la place à monsieur Aubertin. Et puis quand même un petit bémol pour remercier la commune de Saint-Sauveur qui nous laisse ses locaux gratuitement, il faut le savoir quand même. Voilà. Donc voilà, c'est à vous. Merci. Bonsoir, donc Thibaut Bertin, je suis chargé de mission plan climat énergie territoriale au Pays des Vosges-Saunoises, qui est une structure publique que je vais présenter dans 30 secondes. Donc moi je viens de le dire, chargé de mission PCET, plan climat énergie territoriale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Donc c'est un plan d'action, donc on a défini 25 actions qu'on va mettre en œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour réduire les consommations d'énergie et développer les énergies renouvelables. Donc ce sont les trois grands objectifs du plan d'action. Donc réduire les émissions de gaz à effet de serre, réduire les consommations d'énergie, développer les énergies renouvelables sur un territoire qui est le Pays des Vosges-Saunoises. Donc le Pays des Vosges-Saunoises, ça ne parle pas forcément au grand public, mais c'est un secteur qui correspond à ce tiers nord-est de la Haute-Saône. Donc ici on est à Luxeuil, Saint-Sauveur. Donc ça va en gros de Passe-Avant-la-Rochère jusqu'à Villers-Sexcel, Lure, Luxeuil, et puis vous avez les trois communautés de communes des Vosges-Saunoises, donc les Mille-Étangs, la Haute-Vallée de l'Oignon, Ramé-Chérimont. Donc ça couvre 148 communes, 7 communautés de communes, 86 000 habitants à peu près.
Donc en fait, j'anime ce plan d'action surtout en direction des communes et des communautés de communes. Et ça peut être des actions qui vont toucher à la mobilité, qui vont toucher à l'agriculture, au circuit court, au développement du covoiturage. Essayer de faire en sorte que la rénovation énergétique du bâti soit boostée. Enfin voilà, il y a tout un plan d'action que j'anime à ce titre-là. Et du coup, les actions qu'on a déjà menées depuis 2-3 ans, 3 ans maintenant, puisque je suis arrivé en 2012 sur ce poste, les actions qu'on a menées sont surtout des actions d'animation, communication, sensibilisation. Vous avez peut-être entendu parler du défi Famille Énergie Positive. C'est un concours d'économie d'énergie qui est organisé à l'échelle du pays, Vesoul-Val-de-Saône, Pays Grélois, Pays des Vosges Saunoises. Donc le principe, c'est des familles qui se regroupent, qui forment une équipe, qui mettent en place des éco-gestes durant l'hiver, qui suivent leur consommation grâce à un logiciel en ligne qu'on met à disposition. Et qui du coup voient par rapport à leur facture de l'année précédente si elles ont baissé ou augmenté leur consommation d'énergie. Donc c'est un défi qui a lieu, qu'on va réorganiser cet hiver. Donc si ça vous intéresse, vous tapez Famille Énergie Positive Haute-Saône, vous tombez sur un site internet, il y a toutes les infos là-dessus, et vous pouvez vous inscrire après. Le défi court du mois de décembre jusqu'au mois d'avril. Donc ça c'est un défi qu'on a déjà organisé 2 fois. Il y a une centaine de familles à peu près qui ont participé à chaque édition. Le but du jeu est d'arriver à 8% d'économie d'énergie et puis on est aux alentours de 13, 15, 18%. Vous entendez pas? Alors, j'ai le porte-voix si vous voulez. C'est l'occasion, si vous voulez passer, messieurs, dames, je vous en prie. Si je parle comme ça, est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. D'accord. J'ai essayé de parler un peu plus fort. Bon, il paraît que ma voix porte pas trop, mais... Non, mais vous avez l'appareil. Utilisez-le, ce sera plus pratique pour vous. Et puis moins contraignant, parce que si vous faites 1 heure de conférence... Vous m'entendez? Est-ce que c'est mieux? Bon, je vais faire ma limiter sur le... Et vous avez tout. Voilà, donc du coup, vous me dites si vous n'entendez pas assez. Je peux peut-être augmenter le son encore. Donc voilà, donc le défi Famille Énergie Positive qu'on a organisé pendant 2 éditions, la fête de l'énergie qu'on a organisé pendant 2 éditions également, des formations aux économies d'énergie, des formations sur l'éclairage public, des choses comme ça. Voilà, voilà, on entend votre souffle, voilà, comme ça devrait aller. Allez-y. Vous m'entendez mieux? Un peu plus près. Ça marche? Pourquoi vous rigolez tous? Donc voilà, c'est des actions qu'on fait à destination du grand public, à destination des élus, à destination des scolaires aussi, des interventions en milieu scolaire. Donc moi je ne suis pas du tout un explorateur, enfin j'aime bien voyager comme tout le monde, mais je ne suis pas parti au Groenland, je ne suis pas Nicolas Vanier, je ne suis pas un chercheur d'un laboratoire, je ne suis pas... je sais pas, je fais pas partie du GIEC. Donc en fait mon rôle est de réussir, enfin vu que je baigne dans toutes ces thématiques énergie-climat, que je lis des choses au quotidien, mon rôle en fait c'est de me tenir informé sur ce qui se fait, de rendre pédagogique pour différents publics, que ce soit les élus, grand public, les scolaires, ces informations-là. Donc j'insiste bien là-dessus, les sources que j'ai utilisées pour cette présentation et pour mon travail sont ces documents-là, donc le 5e rapport du GIEC qui a été publié en 2014-2015, des sites internet de vulgarisation comme Manicor, le site de Jean-Marc Jancovici que vous connaissez peut-être, le site du réseau Action Climat, le climatchange.fr qui permet de bien expliquer avec des infographies quels sont les résultats du rapport du GIEC. Le rapport aussi, le climat change, la Franche-Comté s'adapte que j'ai ici, si jamais vous voulez jeter un petit coup d'œil dessus, qui a été publié en 2010, et puis les fiches thématiques publiées par l'ADEME, l'adaptation au changement climatique en Franche-Comté. Donc ça c'est surtout pour la dernière partie, quels sont les impacts du réchauffement climatique en Franche-Comté. Voilà, donc du coup, je vais faire une présentation qui est organisée en 4 parties. D'abord, quelques éléments de contexte avec qu'est-ce qu'un gaz à effet de serre, qu'est-ce que le réchauffement climatique, quelle est la différence avec la pollution de l'air, avec le trou dans la couche d'ozone. Ça peut paraître peut-être bateau, mais je m'aperçois après 3 ans à discuter avec des gens qui sont un petit peu loin de ces thématiques-là, que c'est pas acquis le trou dans la couche d'ozone. On peut très bien assez rapidement le confondre avec
le problème du réchauffement climatique. Ensuite, deuxième partie, la planète se réchauffe. Est-ce qu'on en est sûr? Qui le dit? Donc là, on va faire un petit point sur l'état des recherches, sur le GIEC. Qu'est-ce que le GIEC? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on a raison de faire confiance dans le GIEC ou est-ce qu'on a de quoi avoir des doutes? Quelles sont les certitudes ou les incertitudes du dernier rapport publié? Les impacts attendus du réchauffement dans le monde, donc là, publiés sur la base des travaux qui ont été publiés par le GIEC, et puis en Franche-Comté, sur la base des documents que je vous ai présentés. Donc je vais essayer de balayer en revue les différentes thématiques, impact du réchauffement sur les ressources en eau, l'agriculture, la forêt, la biodiversité, la santé, etc. Donc la première partie, quelques éléments de contexte. On entend beaucoup parler de l'effet de serre, du réchauffement climatique. Une petite explication rapide, un petit dessin pour expliquer ce que c'est l'effet de serre. C'est un phénomène qui est naturel, tout d'abord, qui existerait même si l'homme n'était pas sur Terre. Le principe est simple, vous avez le rayonnement solaire qui traverse l'espace, qui traverse l'atmosphère, qui est absorbé par la planète, et la planète réémet une partie de ce rayonnement, sous forme de rayonnement infrarouge. Donc quand elle réémet une partie de ce rayonnement, il y a une partie du rayonnement émis par la planète qui est capturée, enfin renvoyée à la surface par la couche d'ozone. Enfin pas par la couche d'ozone, par l'atmosphère, pardon. Donc en fait, il y a un effet de double réchauffement qui fait que sur Terre, on a une température moyenne de 15 degrés. S'il n'y avait pas ce double effet de réchauffement, on aurait une température de moins 18 degrés sur Terre et on n'aurait pas de vie sur Terre telle qu'on la connaît. Donc à la base, l'effet de serre, c'est naturel et c'est quelque chose de tout à fait positif. Donc pour pouvoir absorber un rayonnement infrarouge, le gaz à effet de serre doit être composé de moins 3 atomes par molécule, ou de 2 atomes différents. Donc on en trouve d'origine naturelle, des gaz à effet de serre. On trouve le principal gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui est la vapeur d'eau, H2O, donc c'est les nuages, tout simplement, ou la vapeur d'eau qui se trouve dans l'atmosphère. Le CO2, le fameux CO2 qu'on a déjà tous entendu parler, qui est émis naturellement par les volcans. Le méthane, qui est émis naturellement par les animaux, ou par la matière organique qui se décompose en absence d'oxygène, par exemple les tourbières. Les volcans émettent aussi du méthane. Le protoxyde d'azote, qui est émis naturellement par les sols et par les océans. Donc c'est grâce à ces gaz à effet de serre qu'on a l'effet de serre et qu'on a une planète vivable. Le problème en fait, c'est que l'homme aujourd'hui rajoute des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc en fait on rajoute du CO2, du dioxyde de carbone à chaque fois qu'on brûle des énergies fossiles. Donc tout ce qui est pétrole, gaz, charbon, qui sont en fait des gaz à effet de serre qui ont été stockés sous forme de matière organique il y a des millions d'années, qui sont stockés sous terre et qu'on relâche actuellement pour pouvoir faire tourner toute notre économie, que ce soit pour se déplacer, pour produire des biens et des matériaux. Donc voilà, tout ce qui est industrie. La déforestation aussi, à chaque fois qu'on coupe un arbre pour le brûler, on relâche le CO2 qu'il a capturé durant sa croissance. On émet aussi beaucoup de méthane via l'élevage, via la riziculture, via les ordures ménagères également. Puisque la riziculture, l'élevage, c'est tout simplement la digestion des animaux qui est à l'origine du méthane. La riziculture, c'est la matière organique qui se décompose au fond de l'eau en absence d'oxygène, qui vont produire du méthane. Et quand ce méthane arrive à la surface, il va dans l'atmosphère. Il contribue au réchauffement climatique. Le protoxyde d'azote, on en rajoute à chaque fois qu'on utilise des engrais. Et puis il y a aussi tout un panel de gaz à effet de serre qui n'existe pas à l'échelle naturelle, enfin dans la nature, et qui ont été inventés par l'homme, donc par l'industrie. Donc ce sont tous les gaz réfrigérants pour la climatisation, pour les frigos, tous les gaz propulseurs dans les bombes aérosols, dans les déodorants, dans les choses comme ça, et puis dans certains procédés industriels. Donc en fait, on voit bien sur ce graphique les concentrations de gaz à effet de serre. Donc GES, c'est quelque chose que vous retrouverez régulièrement dans la présentation, ça veut dire gaz à effet de serre. La concentration de gaz à effet de serre entre l'an 0 ici et puis l'an 2005 montre clairement qu'on avait une stabilisation, enfin des concentrations de gaz à effet de serre relativement stables. Donc en rouge le CO2, en bleu le méthane et puis en noir l'oxyde d'azote. Donc c'était relativement stable en gros jusqu'au début de l'ère industrielle, 1850, et à partir de l'ère industrielle, on s'est brûlé du pétrole, gaz, charbon pour faire tourner notre économie, et à partir de là, les concentrations de gaz à effet de serre ont explosé. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on rajoute une couche d'isolant autour de la planète. On peut utiliser la comparaison avec une doudoune, par exemple, que vous mettez quand vous avez froid, avec du duvet.
du duvet d'oie par exemple, admettons que vous ayez 100 grammes, si vous mettez 100 grammes de duvet, vous aurez plus chaud. Si vous rajoutez 100 grammes de plus, vous aurez plus chaud. Si vous rajoutez 100 grammes de plus, vous aurez plus chaud. C'est exactement ce qui se passe avec la planète, c'est qu'en fait on est en train de rajouter du duvet autour de la planète, et du coup petit à petit, ce trait-là qui est fin est en train de s'épaissir. Et du coup, on contribue à réchauffer petit à petit la planète. Alors tous les gaz à effet de serre ne se valent pas. La vapeur d'eau, qui est le gaz à effet de serre qu'on trouve en plus grande quantité dans l'atmosphère, a une durée de vie de quelques jours. Donc un pouvoir de réchauffement global qui est relativement stable. Enfin, négligeable, pas stable. Le dioxyde de carbone a une durée de vie dans l'atmosphère de 100 ans. Donc quand vous rejetez du CO2, il va mettre 100 ans à se dégrader et à se transformer en autre chose. Donc son pouvoir de réchauffement global, le CO2 c'est la valeur étalon, c'est celle qu'on va utiliser comme référence, a un pouvoir de réchauffement global de 1. Le méthane, 12 ans de durée de vie dans l'atmosphère seulement, mais 25 fois plus puissant que le CO2. Le protoxyde d'azote, 120 ans de durée de vie dans l'atmosphère et 300 fois, enfin près de 300 fois plus puissant que le CO2. Et après, tout ce qui est allocarbures, donc les allocarbures, ce sont les gaz à effet de serre industriels dont je parlais avant, tout ce qu'on trouve dans les climatisations, dans les liquides frigorifiques, dans les bombes aérosols. Ça peut durer jusqu'à 50 000 ans dans l'atmosphère et ça peut avoir jusqu'à être 23 000 fois plus puissant que le CO2. D'où l'intérêt de réduire aussi, pas que le CO2, mais aussi de réduire le méthane, et puis les allocarbures, le protoxyde d'azote, etc. Voilà, donc gaz à effet de serre et trou dans la couche d'ozone. Donc qu'est-ce que c'est l'ozone? C'est un gaz qui est présent dans l'atmosphère et qui est composé de 3 atomes d'oxygène. Donc la formule chimique c'est CO3. Il y a le bon ozone et le mauvais ozone. Le bon ozone, c'est celui qu'on va retrouver ici. Donc là vous avez la Terre, ici vous avez la troposphère, donc vous avez 10 km de couche qui s'appelle la troposphère. Ensuite vous rentrez dans la stratosphère et dans la couche inférieure de la stratosphère vous avez la couche d'ozone qui est une couche vraiment très très fine dans laquelle on va retrouver à très faible concentration l'ozone. Et en fait le rôle de l'ozone est de bloquer les rayons ultraviolets qui arrivent du soleil et qui provoquent notamment le cancer de la peau. Donc il va complètement bloquer les UVC qui sont les ultraviolets les plus dangereux. Il va bloquer une partie des UVB et UVA qui sont dangereux mais un petit peu moins dangereux pour la vie sur Terre et qui ne va pas du tout bloquer la lumière. Donc le rôle de la couche d'ozone c'est de filtrer les mauvais rayons solaires. Ça ne va pas filtrer le rayonnement solaire, ça ne va pas filtrer l'infrarouge, ça va filtrer les ultraviolets. Le problème c'est que avant les années 80, on utilisait énormément de gaz réfrigérants type CFC, HCFC, donc hydrochlorofluorocarbures, chlorofluorocarbures, enfin des noms un petit peu barbares, qui contribuent en fait à détruire la couche d'ozone, donc à détruire les molécules présentes en haute altitude. Oui, pour revenir juste en arrière, donc je disais le bon ozone c'est celui qu'on trouve dans l'atmosphère, le mauvais ozone c'est celui qu'on retrouve à la hauteur de la surface, celui qu'on respire à cause de la pollution liée aux voitures notamment. Quand il y a des épisodes de pollution atmosphérique, c'est ce qu'on respire et qui va provoquer des allergies. J'en parlerai un petit peu plus loin dans la présentation. Voilà, donc du coup en 87 il y a eu un traité qui a été pris, voilà. Le protocole de Montréal qui a été signé par quasiment tous les États a permis de réduire, d'interdire l'utilisation d'allocarbures et donc ça a permis de réduire la destruction de la couche d'ozone. Donc on estime que d'ici 2050, la couche d'ozone sera entièrement reconstituée. Donc c'est un problème c'est peut-être l'un des seuls traités environnementaux qui a été couronné de succès, qui a été bien respecté et qui a permis de résoudre un problème qui aurait pu être vraiment très menaçant pour la survie de l'espèce humaine sur Terre, puisque effectivement s'il n'y a plus de couche d'ozone et que tout le rayon ultraviolet traverse sans aucun problème, ça aurait eu des impacts assez dommageables pour l'homme, mais aussi pour tous les végétaux et toute la faune et la flore. Donc voilà, l'idée, ce qu'il faut retenir, c'est que le réchauffement climatique, c'est pas le trou dans la couche d'ozone. Ce sont deux problèmes distincts, l'un est résolu plus ou moins, et l'autre est à peine naissant, on va dire. Une autre confusion, gaz à effet de serre ou réchauffement climatique et pollution de l'air. Donc la définition de la pollution atmosphérique, c'est la suivante. Un polluant atmosphérique peut être défini comme une substance présente à une concentration suffisamment supérieure à son niveau normal pour produire un effet néfaste mesurable sur l'homme, les animaux, les végétaux ou les matériaux.
Donc c'est ça qui est important, c'est la dernière partie de la phrase, pour produire un effet néfaste mesurable sur l'homme, les animaux, les végétaux et les matériaux. Dans le réchauffement climatique, le CO2 ne pose pas de problème. On peut en respirer, d'ailleurs on en respire là actuellement dans cette salle, parce quand on respire, on rejette du CO2, et ça ne pose pas de problème, sauf à des taux de concentration vraiment très très importants, très très élevés. Donc l'origine de la pollution atmosphérique, elle peut être naturelle, donc éruption volcanique, émission de végétaux, zones humides, ou anthropique, c'est-à-dire liée à l'activité humaine. Et ce qui nous pose problème pour la pollution atmosphérique, c'est justement la pollution anthropique. Donc ça, c'est des photos de pollution atmosphérique classique, donc ça c'est en Chine, lié notamment à l'exploitation du charbon pour produire de l'électricité, ça c'est à Paris, donc ça c'est la circulation automobile. Dans certaines conditions météo, notamment en mars 2014, on a eu des épisodes de pollution très importants à Paris. Donc voilà, quand ça sort des pots d'échappement, c'est ce qu'on appelle la pollution atmosphérique. Également, ce qui ressort aussi de nos cheminées, dans des foyers ouverts, quand vous brûlez une bûche, vous avez un rendement qui est assez ridicule, de 15, 20, 25% au mieux, et du coup la combustion est imparfaite et on rejette énormément de particules fines. C'est ce qui fait qu'on a une sorte de brouillard parfois au mois de novembre, décembre, quand tous les foyers d'un village se sont mis à chauffer, à allumer leur maison, allumer leur foyer. Du coup, on a une sorte c'est la pollution atmosphérique en fait, qui est liée à la combustion imparfaite du bois. Donc quelques polluants atmosphériques qu'on va retrouver dans l'air à cause des voitures, à cause des pots d'échappement de l'industrie, donc les oxydes d'azote, les NOx, dioxyde de soufre, monoxyde de carbone, l'ozone, donc le fameux mauvais ozone qu'on va respirer qui va nous donner des allergies, et les composés organiques volatiles. Donc ceux-là ont la propriété d'altérer la santé des hommes, des animaux et des végétaux. Alors que les gaz à effet de serre ne sont pas considérés comme des polluants, les concentrations de CO2, de méthane et de protoxyde d'azote dans l'atmosphère n'ont pas d'effet délétère sur la santé des êtres vivants. Donc encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est que le réchauffement climatique et la pollution de l'air sont deux choses différentes. Quand on parle de pollution de l'air, on peut vouloir parler du réchauffement climatique, mais c'est un terme qui est mal approprié. Voilà, donc ça c'était pour la première partie introductive. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ça. Vous pouvez m'interrompre en cours de route s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, parce que la présentation va durer un petit bout de temps, donc vous aurez peut-être oublié les questions d'ici la fin. Oui. Les halocarbures, c'est quoi? C'est des gaz qui ont des propriétés particulières et qui vont être utilisés dans les systèmes de climatisation, dans les frigos par exemple. L'avantage de ces gaz, c'est qu'ils ont la propriété de rendre beaucoup d'énergie, de pouvoir absorber beaucoup d'énergie et de pouvoir restituer beaucoup d'énergie quand ils sont compressés ou qu'ils se détendent. Donc on les utilise pour la climatisation, pour les frigos, puisque justement ils permettent de produire du froid assez rapidement. Et le problème, c'est que quand ils sont relâchés, donc tant qu'ils restent dans le système de climatisation, dans le frigo, c'est pas un problème. À partir du moment où il y a une fuite et que le gaz s'évapore, ça va se retrouver dans l'atmosphère et là ça pose des problèmes par rapport au réchauffement climatique. Et ils n'avaient pas changé les gaz justement, type fréon ou... Ouais. Donc justement pour résoudre le problème de la couche d'ozone, on a interdit certains gaz qui ont la propriété de détruire la couche d'ozone, mais ils ont remplacé ça par d'autres gaz qui ne détruisent pas la couche d'ozone, mais contribuent au réchauffement climatique. Donc on n'a pas résolu le problème pour autant. On a résolu le problème de la couche d'ozone, la destruction des différents halocarbures qui posaient problème, mais ces nouveaux gaz qu'on utilise, qui ont la même propriété que les anciens, contribuent au réchauffement climatique. Mais ces nouveaux gaz sont même contrôlés, les gens qui font ces installations, ils sont censés les contrôler, les réutiliser, mis à part dans des cas de fuite exceptionnels, non? Oui, mais dans tous les systèmes de climatisation, par exemple, vous avez un accident de voiture, c'est plus contrôlé du tout. Oui, à partir du moment où il y a un... Oui, mais ça vient si normalement on arrive à contrôler 85, 95, 90% au moins de ces produits, non? Oui, je sais pas. Hein. Oui, on devrait contrôler aujourd'hui, mais c'est peut-être pas le cas tout le temps. Hein. Et tous les systèmes de climatisation qui sont installés à droite à gauche, vous doutez bien que s'ils sont mal entretenus, il peut y avoir après 5, 10, 15 ans d'utilisation, une fuite qui se produit, et puis voilà, le gaz, quand on est obligé de recharger la clim dans les voitures, c'est parce que le gaz... Voilà. Donc ça contribue au réchauffement. Après, le principal gaz à effet de serre qu'on émet, c'est le CO2. C'est pour ça qu'on parle autant du CO2. On ne va pas faire une fixation sur les halocarbures, mais c'était juste pour ne pas les occulter, quoi. Je passe à la deuxième partie.
Donc la planète réchauffe, est-ce qu'on en est sûr? Qui le dit? Alors dans un premier temps, qui le dit? Déjà, ce qui est important, c'est de retenir, c'est que 97% des scientifiques de la planète s'accordent à dire qu'il y a bien un réchauffement climatique et que ce phénomène est d'origine humaine. Donc ces scientifiques, c'est qui? Ce sont des climatologues, des glaciologues, des météorologues, des palynologues, donc les gens qui étudient les pollens. Enfin voilà, c'est toute une panel de scientifiques qui effectuent des travaux de recherche sur le sujet et qui publient les résultats de leurs études dans des revues à comité de lecture. Et ça c'est très important, les revues à comité de lecture. Je ne parle pas de Science et Vie, je parle de magazines, enfin pas de magazines, mais de revues qui concernent en général que des scientifiques d'un secteur donné. Donc par exemple, vous êtes scientifique, vous êtes climatologue, vous faites des travaux de recherche, vous avez envie de publier. Ce que vous faites, c'est que vous écrivez un article que vous soumettez à une revue qui va être relue par d'autres glaciologues qui vont faire des remarques, des suggestions, des corrections, des propositions, qui vont poser des questions, qui vont remettre en question ce sujet-là. Et à partir du moment où le papier est suffisamment abouti et que ça a été voté comme tel par les pairs qui ont relu l'article, à ce moment-là, on le publie dans une revue scientifique. Donc c'est des revues qui sont publiées tous les 3 mois, tous les 6 mois, qui peuvent être épaisses comme ça, sur un sujet très précis, de voilà, la climatologie, la glaciologie, etc. Et le GIEC, que vous avez peut-être déjà entendu parler, le groupement intergouvernemental des experts du climat, est chargé en fait de faire une compilation et de faire une analyse et de dégager un consensus par rapport à tout ce qui est publié sur les dernières années, de tous les articles qui ont été relus. Enfin qui ont été publiés dans ces comités, dans ces revues à comité de lecture. Donc c'est bien ça qu'il faut retenir, c'est que vous avez une idée, vous la soumettez à des scientifiques qui vont vous donner leur avis, leur correction. Une fois que c'est publié, ça va être relu encore et, par d'autres scientifiques, et après il va y avoir un consensus qui permet de se dégager de ça. La plupart des climato-sceptiques ne publient pas là-dedans dans ces revues. Parce que s'ils publient quelque chose là-dedans, leur papier est assez vite bloqué par des aberrations, par des choses qui ne tiennent pas la route. Par contre, ils sont très forts pour aller dans les médias. Et les journalistes aiment bien en général avoir un contradicteur, enfin une personne qui a une position et puis un contradicteur. Les climato-sceptiques, on a assez vite fait de les entendre, enfin de les voir dans la presse ou de les entendre sur des plateaux télé, parce que ça permet d'avoir un débat. Mais du point de vue scientifique, souvent ils ne publient rien, et c'est le cas de Claude Allègre par exemple, qui est l'un des plus grands climato-sceptiques, qu'on n'entend plus trop depuis 2 ans, puisqu'il a eu un AVC au Chili en 2013, c'était. Donc on l'entend plus trop depuis 2 ans, mais c'est vrai qu'avant c'était quand même le porte-drapeau des climato-sceptiques. Et c'était quelqu'un qui faisait plus de recherche et qui ne publiait rien, mais qui, de par sa notoriété en tant qu'ancien ministre, enfin oui, ministre de l'Éducation nationale, était invité sur les plateaux et écouté par les gens qui ne sont pas nés dans tous ces travaux de climatologues, glaciologues, etc. Donc du coup, l'instance qui dégage le consensus au niveau mondial, c'est le GIEC, qui a été créé en 88, qui permet et qui analyse et synthétise des milliers d'articles publiés sur le sujet. Donc un petit focus sur le GIEC, parce que c'est quand même ce qui est un petit peu l'organe qui a une influence très importante sur les politiques des dernières années, et qui aura une influence certainement plus importante encore sur les politiques des années qui viennent. Donc, le GIEC a été créé en 88 en vue de fournir des évaluations détaillées de l'état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur les changements climatiques, leurs causes, leurs répercussions potentielles et les stratégies de parade. Donc il y a quasiment tous les pays du monde qui sont représentés au GIEC, il y a 195 pays membres. Ils n'effectuent pas de recherche, ce n'est pas un laboratoire de recherche, il n'y a pas de scientifiques qui travaillent pour le GIEC en tant que scientifique du GIEC. C'est juste un organe qui permet d'examiner, d'évaluer la littérature scientifique, technique et socio-économique consacrée au changement climatique. Donc il n'y a personne, aucun des scientifiques n'est rémunéré, et ce sont uniquement des scientifiques qui, sur une base volontaire, sont auteurs, collaborateurs ou examinateurs des différents rapports. Donc il y a un rapport d'évaluation qui est rendu tous les 5-6 ans et qui fait 2-3 tomes à peu près. Enfin, qui est publié, rendu à plusieurs intervalles en 3 tomes. Donc le dernier rapport du GIEC a été publié en 2014-2015, le rapport d'avant c'était 2007, le rapport d'avant c'était 2001, et le tout premier rapport c'est dans les années 90. Donc que dit le dernier rapport du GIEC? Donc ça fait un peu moins d'1 an que tout ça a été publié, ça fait quelques mois.
les concentrations de gaz à effet de serre ont atteint un seuil sans précédent depuis au moins 800 000 ans, les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc là, j'ai remis cette courbe-là, qui nous permet de bien montrer l'explosion de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Quand on zoome sur les années 50 à 2010, on a une belle droite qui est relativement stable et qui continue d'ailleurs sur sa lancée. Là, ça s'arrête à 2010, mais quand on regarde encore les résultats de 2015, c'est exactement la même chose. Ce qu'il constate aussi, c'est que les températures mondiales ont augmenté de 0,85 degrés entre 1880 et 2012. Les océans se sont réchauffés de 11 degrés par décennie. Les vagues de chaleur ont augmenté. J'ai dit quoi? 11 degrés. Oui, 0,11 degrés par décennie. Et les vagues de chaleur ont augmenté, le nombre de jours froids ont baissé. Donc ça, c'est c'est le changement en cours. C'est ce qui est déjà observé par leurs différentes mesures. Mais il y a déjà eu des réchauffements climatiques. Ouais. Oui. Je vais en parler juste après. J'ai préparé une petite diapositive sur les phrases classiques qu'on entend justement, qui sont « le climat a déjà changé », et qui sont évoquées souvent par les climato-sceptiques. Donc je vais recommencer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, ça a été publié je crois en début d'année avec l'évolution du réchauffement entre 1950 à 2012. Donc en gros, quand c'est jaune, c'est l'écart. Enfin, quand c'est blanc, c'est la moyenne. Quand c'est bleu, c'est quand c'est en dessous de la moyenne. Et puis plus ça devient jaune, rouge, orange, plus ça se réchauffe. Donc là, on est en 1953, vous avez la date qui est ici. Puis là, en 15 secondes, on va voir en accéléré quels sont les relevés de température au niveau mondial jusqu'en 2012. Ah oui. On voit très clairement que on voit très clairement que l'écart à la moyenne, on est à la hausse sur la température par rapport à la moyenne. Finalement, oui, on se rend compte que le rapport Meadows était visionnaire en 72. Ouais. Oui. Non, oui, complètement. Ouais. Mais ils n'étaient pas très audibles à ce moment-là, parce que oui. C'était encore moins perceptible que maintenant le changement climatique. Donc, en fait, ça fait quoi, une petite dizaine d'années à peu près qu'on commence à prendre ce sujet au sérieux. Et voilà, moi ça fait 3 ans que je suis en poste, donc le temps que ça diffuse vraiment sur tous les territoires, entre les premières alertes des scientifiques dans les années 72, enfin dans les années 70, et puis après, ce qui a marqué le début de la prise de conscience, c'est 92, la conférence de Rio, et puis aujourd'hui, il a fallu 20 ans pour qu'on se mobilise, quoi. Je vais revenir sur votre question après, je ne l'ai pas oublié. Que dit le 5e rapport du GIEC également? Ça par contre c'est aussi avéré, c'est l'augmentation moyenne du niveau des mers, 19 cm en plus entre 1901 et 2010. Donc là c'est un petit graphique qui montre l'évolution du niveau moyen des mers entre 1900 et 2000, donc le 20e siècle en gros, donc 19 cm de plus. Un recul de la banquise, pareil sur la même période, entre 1900 et 2000, on voit que la courbe est clairement à la baisse. Alors en millions de kilomètres carrés, je ne sais pas combien ça représente, on est à peu près à 10 on va dire, et puis là on est à 6 quoi. Donc on a 40% de recul de la banquise en été, donc ce qu'ils appellent l'été c'est fin septembre. Voilà. Ce que dit également le rapport du GIEC, les 10 années les plus chaudes depuis 1850 ont eu lieu depuis 98. On se dit quand même qu'il y a quelque chose un faisceau d'indices qui est quand même très poussé. Par contre, la hausse des températures n'a pas été aussi rapide que prévu depuis cette date. Donc, les modèles climatiques de l'époque estimaient que le réchauffement allait être de 0,12 degrés, je crois, sur cette période. Et en fait, il n'a été que de 0,05 degrés au lieu de 0,12. Donc, il y a la raison pour laquelle ce réchauffement n'a pas été si fort que prévu est discutée au sein des scientifiques, enfin entre scientifiques, mais il y a 2 raisons qui sont abordées et à chaque fois ça tourne autour des océans. En gros, les océans absorberaient l'énergie en surplus, ce qui expliquerait pourquoi la couche supérieure de l'océan, donc les 70 premiers mètres de l'océan, se sont réchauffés de, je ne sais plus combien ce que je disais, 0,11 degrés voilà, par décennie. Donc, il semblerait que ce soit les océans qui absorbent ce surplus d'énergie reçu par la Terre. Et il y a également moins de certitudes concernant l'augmentation des sécheresses ou l'intensification des cyclones tropicaux par rapport au 4e rapport qui datait de 2007.
Donc ils sont capables, par rapport à l'évolution de leur méthode, de leurs mesures et l'évolution des différents modèles qu'ils utilisent, modèles de simulation du climat, ils sont capables aussi de revenir, de rétropédaler, de dire voilà, là on était un peu trop alarmiste, finalement ce ne sera pas si mauvais. Donc tout ça c'est la faute de l'homme. En fait, on peut expliquer les variations de température entre 1400 et 1950 par des éléments naturels, donc tout ce qui est éruption volcanique, variation solaire. Ça c'est aussi une des questions qui est récurrente. Quel est le rôle du soleil dans tout ça? Mais par contre, depuis 1950, les variations de température ne sont explicables que si on intègre les activités humaines. Donc quand vous faites tourner finalement les modèles de simulation du climat, si vous enlevez le paramètre homme et puis industrie, émissions de gaz à effet de serre, etc., on n'arrive plus du tout aux résultats qu'on a actuellement, aux mesures qu'on a actuelles. La seule chose qui explique les températures et les variations du climat qu'on observe actuellement, c'est les activités de l'homme sur les 150 dernières années. Voilà. Donc, sur le dernier rapport, les scientifiques du GIEC estiment que le lien entre activité humaine et accroissement des températures est extrêmement probable. C'est-à-dire qu'il y a 95% de chances que ce soit l'homme qui modifie le climat, l'homme et ses activités. Dans le rapport d'avant, 2007, on était à très probable, ce qui voulait dire qu'on avait 90% de chances que ce soit l'homme. Dans le rapport d'avant, 2001, on utilisait le terme probable, ce qui voulait dire 66% de chances. Et je crois, de mémoire, dans le tout premier rapport qui date des années 90, on était à 50-50. On n'était vraiment pas sûr à 100% de ça. Là, maintenant, on est à extrêmement probable. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est les termes qui sont utilisés. On utilise les termes probable, très probable, extrêmement probable. On n'affirme rien. Contrairement à ce qu'on peut entendre ou lire, les scientifiques ne disent pas il y a un réchauffement climatique, c'est l'homme, point barre, ne le discutez pas. Les scientifiques sont vraiment ouverts au discours, au consensus, à la controverse, on va dire, et ils affirment rien de manière ferme et définitive, mais par contre, ils affirment qu'il y a quand même 95%, ils avancent qu'il y a 95% de chances que le lien entre homme et réchauffement climatique, enfin activité humaine et accroissement des températures, sont liés. Voilà, donc si jamais je vous dis que vous avez 95% de chances d'avoir un cancer si vous continuez de fumer, il y a certainement des chances que vous arrêtiez de fumer. Mais certaines personnes préfèrent continuer de croire dans les 5% de chances qui restent pour que ce ne soit pas l'homme. C'est une vision des choses. Donc justement, ça permet de faire la transition avec le climato-scepticisme, quelques grands classiques du climato-scepticisme. Donc le climat a toujours varié, il faisait plus chaud il y a quelques centaines ou milliers d'années. Le Groenland était vert quand les Vikings l'ont découvert. C'est des choses qu'on entend régulièrement, qu'on lit régulièrement sur Internet. Alors effectivement, enfin, le Groenland, les mesures qui ont été faites par carottage montrent qu'il y a de la glace au Groenland depuis au moins 40 000 ans. Les Vikings, je crois qu'ils l'ont découvert le continent, enfin l'île, il y a 10 000 ans. Donc c'est pas impossible qu'ils aient débarqué à un endroit où il y a une période où il n'y avait pas de glace, mais a priori il y avait de la glace sur le Groenland à ce moment-là. Et concernant les variations du climat, effectivement le climat a toujours varié. Il a fait beaucoup plus froid sur Terre à certaines époques, il a fait beaucoup plus chaud sur Terre. Le problème c'est qu'il fallait à chaque fois, entre une phase chaude et une phase froide, plusieurs milliers, voire millions d'années pour y arriver. Là on est en train de concentrer en 100 ans ou 150 ans un réchauffement qui normalement s'étale sur des millions d'années. Donc le problème c'est pas tant le réchauffement du climat, c'est la vitesse à laquelle il se réchauffe. Le climat. Et le problème, c'est que les végétaux n'ont pas le temps de s'adapter, les animaux non plus, et puis peut-être même nous, êtres humains, on aura du mal à s'adapter à ce changement qui arrive de manière aussi brutale sur une durée de 100 ou 150 ans. Je crois que le petit âge glaciaire, c'était il y a 14 000 ans. Je ne veux pas dire de bêtises, je ne suis pas sûr de la date, mais c'était il y a plusieurs milliers d'années. Donc à une période où il faisait beaucoup plus froid en Europe. Voilà, le problème du réchauffement climatique n'est pas qu'il y ait un réchauffement, mais plutôt qu'il y ait un réchauffement aussi rapide, aussi accéléré. Un autre poncif, vu les températures froides qu'on a eues cet hiver ou qu'on a eu cet été, il n'y a pas de réchauffement, c'est pas possible. Alors, il faut faire la différence entre météorologie et climatologie. La météorologie, c'est l'étude du temps sur quelques semaines, quelques mois, un an maximum, éventuellement quelques années. La climatologie, c'est minimum 30 ans, 40 ans. Pour pouvoir justement moyenner les résultats et pour pouvoir éviter les écarts à la moyenne. Parce que quand vous faites une moyenne, vous avez forcément des écarts à la moyenne. Vous avez forcément un hiver qui est plus chaud qu'un autre, un hiver qui est plus froid. Donc c'est pas parce que la planète se réchauffe de 1, 2 ou 5 degrés d'ici 2100 qu'on n'aura pas un hiver hyper rigoureux en 2099. Voilà, il y aura toujours des écarts à la moyenne. Par contre, quand on regarde sur une durée longue,
on va s'apercevoir que globalement la température, même s'il y a des hausses et des baisses comme ça, globalement la température moyenne, elle est à l'augmentation. Le réchauffement est dû à l'activité solaire. C'est aussi l'une des choses dans lesquelles les climato-sceptiques sont engouffrés pendant pas mal d'années. En fait, on s'aperçoit que l'activité solaire, sur la période 98-2012, sur laquelle il est censé y avoir une pause du réchauffement climatique, l'activité solaire a très légèrement diminué alors que les températures ont augmenté. Donc il n'y a pas de corrélation entre l'un et l'autre. Les températures n'augmentent plus depuis 98, on parle de hiatus ou de pause climatique. Les climato-sceptiques, enfin là c'est vraiment impressionnant, vous allez sur n'importe quel site internet, Le Monde, Libération, l'Obs, quelque chose comme ça, quand il y a un article sur le réchauffement climatique, le tout premier commentaire que vous aurez c'est « il n'y a plus de réchauffement depuis 98 ». Ça, je suis prêt à mettre ma main à couper quasiment, que vous allez avoir en série 3-4 personnes qui sont certainement les mêmes auteurs, qui publient comme ça des commentaires en disant « mais il n'y a pas de réchauffement climatique, regardez tel rapport, regardez tel lien, etc. » En fait, c'est quelque chose qui a été battu en brèche récemment, enfin récemment, il y a quelques années quand même. En fait, ils ont revu les systèmes de mesure. Ils se sont aperçus qu'il y avait des biais dans les mesures qu'ils avaient faites en 98 par rapport à 2012. Par exemple, ils prenaient les mesures dans un seau, ils récupéraient le seau de l'océan et puis ils mettaient le thermomètre dedans. Le problème, c'est que en mettant vous faussez la mesure par rapport à la température réelle de l'océan. Si vous prenez le thermomètre, la température trop près du bateau quand vous êtes en mer, vous faussez également les résultats. Donc il a fallu faire des relevés de mesure sur des balises bouées qui sont vraiment loin de tout choses qui peuvent perturber les relevés. Donc en corrigeant les mesures, les relevés de température de 98 avec ces 3 biais, parce qu'il y a 3 biais qui ont été identifiés, on s'aperçoit qu'il y a bien un réchauffement climatique. Par contre, c'est vrai que le réchauffement n'a pas été aussi fort que ce qui avait été prévu. Mais il y a toujours eu un réchauffement. C'est-à-dire qu'au lieu de monter comme ça, ça a monté comme ça. Mais il y a toujours eu un réchauffement climatique. Entre 98 et 2012, j'entends. Et le réchauffement est un grand complot, les scientifiques nous mentent, ils ont besoin de fonds pour continuer leurs recherches. Donc là, quand on fait appel à la théorie du complot, on n'a plus d'argument en général, c'est peut-être l'argument qui est le plus difficile à démonter en fait, parce qu'il est assez irrationnel. En général, les scientifiques de maintenant, si ils veulent faire des recherches sur le réchauffement climatique, ils vont obtenir des fonds, mais si ils vont dire, voilà, j'ai une super théorie qui montre qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, il y a plutôt de fortes chances qu'ils obtiennent des fonds pour justement aller plus loin dans leurs recherches pour prouver qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Donc ce serait plutôt les gens qui doutent qui auraient tendance à avoir de fonds plutôt que les gens qui vont apporter encore de l'eau au moulin qui est déjà bien alimenté. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qui ne tient pas forcément. Les scientifiques nous mentent. Bon, pourquoi est-ce que 97% des scientifiques mondiaux se réuniraient secrètement pour nous mentir? Dans quel but exactement? Je ne saurais pas vraiment le dire. Et puis le réchauffement est un grand complot. Donc voilà la théorie du complot. Mais c'est des choses qu'on lit vraiment sur Internet, qui est régulièrement, on retrouve régulièrement sur les plateaux. Alors pour faire la transition entre ce qu'on a vu sur le réchauffement climatique, enfin ce qu'on constate et ce qui va venir, faut pas nier qu'il y a des incertitudes quand même, malgré tout. On n'arrive pas forcément à comprendre toute la machine climatique, à la modéliser. On ne sait pas quelles vont être les augmentations de gaz à effet de serre dans les années à venir, est-ce que les mesures que les gouvernements prennent vont marcher ou pas. Et puis aussi, il y a une autre incertitude, je ne sais plus laquelle c'est, mais qu'on va voir dans la vidéo là, qui dure 5 minutes. J'ai juste une question, si je peux me permettre. Ouais. Est-ce que la fonte de la banquise n'a pas grave. Est-ce que la fonte de la banquise n'a pas un effet exponentiel sur la hausse de la température? Ouais. Et du coup, est-ce que ça ne devient pas difficile de la mesurer à cause de ça? Alors effectivement, le problème du réchauffement, c'est que, c'est pour ça que les scientifiques veulent qu'on reste sous la barre des 2 degrés. On estime qu'en dessous de 2 degrés, on arrive à maîtriser et à vivre avec l'évolution du climat. Au-delà de 2 degrés, il y a des boucles de rétroaction qui vont se mettre en place, qui font que même la réduction de nos gaz à effet de serre n'arriveront plus à compenser l'augmentation du réchauffement climatique. Si vous voulez, le réchauffement climatique alimentera lui-même le réchauffement climatique. Le problème, c'est que vous avez la fonte de la banquise, donc au lieu d'avoir une énorme surface blanche qui reflète le soleil, vous allez avoir une masse d'eau
noire qui va absorber cette chaleur. Donc cette chaleur en surplus va alimenter le réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique va faire fondre les pergélisols, les sols qui sont complètement gelés toute l'année au nord de la Sibérie, au nord du Canada. Ces pergélisols contiennent du CO2 et du méthane, qui est capturé actuellement, qui ne bouge pas puisque les sols sont gelés. En fondant, ils vont rejeter du CO2 et du méthane, qui vont eux-mêmes accentuer le réchauffement climatique, et on a des boucles comme ça qui font qu'on a complètement perdu la main sur le système. Donc effectivement, c'est l'enjeu, c'est pour ça que les scientifiques et les gouvernements essayent de s'accorder sur une réduction des émissions de gaz à effet de serre qui permettrait de limiter le réchauffement à 2 degrés. On ne parle pas d'arrêter le réchauffement climatique, on n'en parle plus, c'est pas possible, on parle de le contenir, de le limiter à 2 degrés. D'accord. Mais je reprends ce que vous disiez, parce qu'il y en a aussi, vous ne l'avez pas dit dans les sceptiques, qui disent qu'en libérant la banquise, on aura des végétaux qui vont s'installer, qui vont réabsorber le gaz carbonique. Alors qu'est-ce que vous... En fait, la banquise, il y a le pôle Nord et le pôle Sud. Hein. Le pôle Nord, c'est un grand glaçon. Quand il fond, il n'y aura qu'un océan, donc il n'y aura pas de végétaux. Au pôle Sud, effectivement, quand ça fond, il y aura un continent après. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore à ce que ça fonde complètement, parce qu'on a des glaces sur plusieurs kilomètres d'épaisseur. Mais à mon avis, tous les végétaux qui pourraient se développer n'arriveraient pas à stocker tout le carbone qui est actuellement stocké dans les pergélisols et qu'on a mis en surplus également dans l'atmosphère en brûlant du pétrole, du gaz et du charbon. Parce que c'est des sceptiques qui le disent. Et y a-t-il un moyen technique inventé par l'homme de contenir nos dégâts finalement? Alors c'est la comment on appelle ça, la géotechnique, je sais plus comment ça porte un nom avec géo quelque chose. L'idée c'est de dire on peut continuer d'émettre des gaz à effet de serre. Et d'ailleurs les climato-sceptiques, c'est vrai qu'on les entend plus trop maintenant dans les médias. Ils ont glissé plutôt du côté des gens qui disent ok, il y a trop de gaz à effet de serre. Par contre la solution c'est pas de les réduire, c'est de contrer le système avec par exemple des particules qu'on pourrait mettre dans l'atmosphère avec des avions pour pouvoir des particules d'aluminium, non, c'est ça, c'est l'aluminium, hein, qui veulent mettre dans l'atmosphère, une sorte de spray d'aluminium. Comme ça, cet aluminium va bloquer les rayons solaires qui arrivent. Comme ça permettrait de limiter le réchauffement climatique. Il y en a qui parlent également de mettre une sorte de grand miroir ou des grandes bâches dans l'espace qui permettrait de renvoyer une partie du rayonnement sur Terre. Moi, je trouve que c'est quand même plus simple de changer un peu nos modes de production, nos modes de vie, de remplacer la production d'électricité au charbon par des énergies renouvelables et surtout de la sobriété énergétique, réduction de la consommation d'énergie. C'est quand même beaucoup plus simple d'agir là-dessus que de partir sur des choses assez fantaisistes, dignes de science-fiction, pour lesquelles il n'y a aucune étude de faisabilité et aucun fonds finalement qui sont levés là-dessus pour l'instant. Après, sur le stockage du CO2, il y a aucune... éventuellement sur le papier, on pourrait dire qu'il faudra inventer des grandes usines qui enlèvent le CO2 qui est dans l'atmosphère. Le problème, c'est que le CO2, il est absolument partout, il n'est pas concentré à un endroit, et on n'arriverait pas à absorber suffisamment d'air pour enlever ce CO2, de gaz, pour stocker le CO2 de manière technologiquement faisable. Enfin, ça n'existe pas, la technologie. Juste, je ne veux pas parasiter la conférence, mais les villes vertes et les smart cities, c'est valable? Ça peut être une partie de la solution, mais ce n'est pas ce qui va nous sauver. D'accord. Voilà, c'est un changement complet de nos modes de vie qui est nécessaire. Et les smart cities, les villes vertes, ça peut faire partie de la solution. Disons, l'idée, je ne sais pas ce que vous mettez exactement derrière ce terme comme idée, mais si c'est de se dire tout ce qu'on va construire à l'avenir devrait être plus respectueux de l'environnement, alors oui, ça fait partie de la solution. Par contre, si c'est forcément construire des villes nouvelles au milieu de nulle part, donc on va consommer du foncier, on va utiliser de nouvelles ressources pour pouvoir construire ça. Pour extraire les ressources, jusqu'à présent on utilise des outils, des machines qui sont alimentées par le pétrole et le fioul. Donc c'est plus simple finalement de rénover l'existant que de développer des nouvelles villes ex nihilo au milieu de je ne sais où. Donc ça peut, mais malgré tout ça peut être effectivement une partie de la solution pour les nouveaux développements, les développements futurs. À court terme, donc gens financiers, donc Total, British Petroleum, attendent un peu ce réchauffement pour aller faire des recherches de pétrole dans ces zones-là. Oui, bon, pour l'instant, ils se sont retirés. Je ne sais pas si vous avez vu, ça date de la semaine dernière. Total, ils se sont retirés de l'Arctique.
Ils ont eu quand même quelques expériences qui leur ont coûté quelques, je pense, milliards pour rien. Et ils avaient envoyé une plateforme qui s'est échouée. Et pour l'instant, ça reste encore trop compliqué. Puis surtout, le prix du baril a quand même pas mal baissé. Et en fait, plus le prix du baril est bas, et moins c'est rentable d'aller sur ce secteur-là. Donc en fait, ça veut quand même dire qu'on a encore du pétrole, on a encore du gaz. Par contre, il faut qu'il soit cher pour que ce soit rentable d'aller l'exploiter. Personne ici a envie de payer son litre d'essence 3 € du litre, pardon. Mais pourtant, c'est ce qui sera certainement nécessaire d'ici la fin du XXIe siècle si on continue de consommer du pétrole de la même manière. Et je dis 3 litres, ça peut être 4 €, je dis 3 €, mais ça peut être 400 €. Enfin, le problème, c'est que quand on arrive en général à 150 ou 200 $ du baril, c'est là que l'économie se casse la figure. Et quand on regarde le prix le plus élevé du baril, c'était 2008, au moment où il y a eu la crise financière. Et vu que toute notre économie est sous perfusion du pétrole, on peut se demander s'il n'y a pas un lien quand même entre ce prix du baril qui était au maximum et qui a fait s'effondrer après et puis nous faire rentrer en crise durable, quoi. Je crois que dans ce qui nous entoure, c'est 80% des choses qui sont fabriquées à base de pétrole. Dans une économie du pétrole, effectivement. Et le problème, c'est que le pétrole est de plus en plus rare et de plus en plus cher, quoi. Il est artificiellement bas actuellement parce que les pays producteurs de pétrole, l'OPEP, ont ouvert les vannes, notamment l'Arabie Saoudite, ont ouvert les vannes pour inonder le marché de pétrole, pour faire baisser les prix du pétrole, pour pouvoir étrangler les producteurs de pétrole et gaz de schiste américains qui sont arrivés sur le marché il y a quelques années et qui ont une rentabilité que quand le prix du gaz et du pétrole est à un certain seuil. Et en inondant le marché, les prix du pétrole et du gaz sont sous ce seuil et du coup les entreprises qui ont investi des millions pour exploiter le pétrole et gaz de schiste aux États-Unis se cassent la figure. Et là il n'y a pas une seule entreprise qui exploite des gaz de schiste aux États-Unis qui est rentable. Donc voilà, c'est en train d'épurer le marché. Et donc le prix est artificiellement bas grâce à ça, mais c'est pas parce qu'on a découvert un tout nouveau gisement gigantesque en Arabie Saoudite et qu'on a réussi à produire du pétrole pas cher, quoi. Le prix du baril, c'est combien en ce moment? Je ne saurais pas vous dire. 51 $ du baril, on était monté à 150, je crois. 150, 160 en 2008, juste avant la crise, en fait. Donc on dit que c'est la crise qui a fait baisser le prix du baril. Moi, je dirais que c'est le prix du baril qui a provoqué la crise. Il y a pas mal d'économistes et de scientifiques qui commencent à faire cette liaison-là, ce lien-là, quoi. Mais après, bon, vu que l'économie c'est une grande machine, un grand système, on ne saura pas vraiment quel est le premier facteur déclenchant, mais il y a un lien quand même de causalité qui est quand même assez fort. Et ça tombe bien parce que du coup, si on se désintoxique du pétrole, on réduit les gaz à effet de serre, on limite les réchauffements climatiques, donc on a tout intérêt à passer à cette économie post-pétrole, quoi. À condition qu'on ait une offre aussi, une grande action quelque part qui nous permette de bénéficier de stations électriques. En fait, on ne nous offre rien en échange. On a envie de transiter, mais on est dans l'inconnu la plus totale. Ouais. Bon, je veux dire, on s'est lancé il y a 150 ans dans cette économie du pétrole. Ça nous prendra peut-être 50 ans ou 100 ans pour en sortir. On s'aperçoit qu'il y a un problème, mais on ne peut pas d'un coup de baguette magique mettre des bornes de recharge de véhicules électriques partout, faire en sorte que cette électricité soit produite proprement, faire en sorte que les batteries des voitures soient au lithium et que le lithium soit recyclé, parce que sinon le lithium c'est aussi une énergie, pas une énergie, mais une ressource qui vient de 2-3 endroits dans le monde. Il y a l'Australie et puis l'Amérique du Sud, mais les réserves en lithium sont aussi limitées, donc un jour ou l'autre on aura aussi cette limite-là. Donc voilà, c'est compliqué, mais c'est en même temps un beau challenge, on va dire, et ça va prendre quelques décennies, à mon avis, à ce que les choses se mettent en place. Mais enfin, ça bouge, il y a quand même beaucoup de choses qui bougent, et effectivement, pour l'instant, on est encore obligé de rouler en thermique, mais on pourra peut-être rouler à l'hydrogène ou à l'électrique dans quelques années, et puis surtout, on peut continuer de rouler en thermique, mais plus dans sa voiture. On a un taux de remplissage qui est de 1,2 personnes par véhicule pour les déplacements domicile-travail. Si on arrivait à être à 2 ou 3 personnes en moyenne, on arriverait déjà sans aucun changement avec de BMW. modèle. Avec BMW. Ouais. Là,
Celle-là, c'est une belle vitesse. C'est Volkswagen. Oui, mais c'est les mêmes, ils ont tous le même système. On a mis BMW, mais ils ont tous triché à ce niveau-là. Tout le monde a triché parce que tous. Prenez une voiture d'aujourd'hui qui émet 120 ou 130 grammes de CO2 par kilomètre. Si vous mettez une personne dedans, ça fait 120 grammes du kilomètre par passager et par kilomètre. Si vous en mettez 2, ça fait plus que 60. Si vous en mettez 3, ça fait, quand je dis combien, 120, ça fait 40 grammes. Donc, il ne faut pas diaboliser la voiture, forcément. La voiture thermique, la voiture électrique n'est pas forcément la solution miracle. On ne va pas forcément supplanter toutes les voitures thermiques par de l'électrique. Par contre, il y aura certainement un mix à développer, donc il faudra un peu d'électrique, un peu d'hydrogène et surtout beaucoup de covoiturage. Et ça, on est tous capables de faire du covoiturage. Enfin, il n'y a rien à faire, il n'y a aucun investissement à faire, il faut partager notre véhicule, peut-être adapter nos horaires, enfin, tout ça c'est théorique pour l'instant, mais voilà, quand le baril sera à 300 $, si on y arrive un jour, on sera bien obligé de le faire, quoi. On a un peu dérivé sur le sujet de l'énergie, les changements de société et tout ça. Je vais vous montrer une petite vidéo de 5 minutes qui montre les incertitudes liées au changement climatique. Donc il y a 3 types d'incertitudes, ceux qui sont liés à la modélisation du climat. On ne connaît pas tout de la machine climatique et quelles sont les interactions entre toutes les choses. Par exemple, les scientifiques ont du mal à comprendre quel est le rôle des nuages sur le réchauffement climatique. Donc on disait que ça avait un rôle négligeable, finalement le rôle n'est peut-être pas si négligeable, mais c'est compliqué, c'est une science relativement neuve qui a quoi, 20 ans, 30 ans, on va dire. Donc il y a des incertitudes par rapport à ça, et puis surtout des incertitudes par rapport à notre capacité à réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est une petite vidéo de 5 minutes qui explique de manière assez pédagogique les incertitudes. Étudie les phénomènes atmosphériques à un instant donné. Vous entendez tout ça, je pense. La météorologie étudie les phénomènes atmosphériques à un instant donné. Nuages, pluie, ensoleillement, vent. Autant de données et de composantes qui façonnent la météo et notre quotidien. La climatologie, quant à elle, étudie l'ensemble des phénomènes météorologiques sur des périodes beaucoup plus longues. Un des enjeux majeurs des études climatologiques aujourd'hui réside dans la compréhension des évolutions du climat, par la modélisation du système terrestre sur des scénarios à long terme. Pour permettre de se projeter dans 10, 20, 50, voire 100 ans, ces scénarios, également appelés projections, doivent intégrer 3 grands types d'incertitudes. Le voyage de notre famille qui part en vacances devrait nous aider à les comprendre. La première incertitude est appelée variabilité naturelle du climat. On parle souvent de l'effet papillon ou de la théorie du chaos. Soleil, nuages, courants marins, vent, pluie, neige, mais également la distribution géographique des continents, des océans, du relief, de la végétation, de la banquise et des gaz à effet de serre. La variabilité naturelle du climat est due à des interactions chaotiques entre ces diverses composantes du système climatique. C'est cette variabilité qui explique que d'une année sur l'autre, il ne fait pas toujours beau un 21 juin. Cette source d'incertitude est quasiment imprévisible. C'est elle qui génère des événements extrêmes, comme la canicule de 2003 en Europe, ou un printemps particulièrement frais en 2013. La variabilité naturelle peut masquer temporairement les effets de l'évolution du climat. Nous aurons forcément des étés plus chauds que la normale et des étés plus froids, mais la normale aura simplement évolué. La deuxième incertitude vient des limites de nos connaissances scientifiques et de leur mise en pratique. Simuler l'évolution du climat, les climatologues travaillent à partir de modèles informatiques. À l'aide d'un logiciel puissant, ils génèrent une représentation simplifiée, aussi complète que possible, des phénomènes qui influencent le climat. Toutes les composantes sont nécessaires au calcul des projections, mais sont autant de variables qui augmentent les marges d'erreur. Plusieurs modèles climatiques existent dans le monde et donnent des simulations différentes avec les mêmes hypothèses de départ. Les différences entre les modèles sont à prendre en compte sur des calculs à 20 ou 50 ans, mais ils tendent vers les mêmes conclusions, sur des durées plus longues.
La troisième incertitude est socio-économique. Depuis le 19e siècle, l'activité humaine a modifié sensiblement la composition de l'atmosphère, qui est un facteur important du changement climatique. Par exemple, les gaz à effet de serre émis le siècle dernier sont ceux qui influencent le climat d'aujourd'hui. Et ceux émis dans les années qui viennent influenceront le climat de la fin de ce siècle. Ces informations doivent être prises en compte par les modèles climatiques pour réaliser les projections du climat futur. À l'aide d'hypothèses décrivant les conséquences des différents choix sociaux, économiques et politiques, les scientifiques simulent leurs impacts sur l'évolution du climat. Cette incertitude est donc le fruit du doute concernant le futur de notre société à l'échelle planétaire. Selon les décisions prises aujourd'hui, l'impact ne sera pas le même et ne sera visible que dans plusieurs dizaines d'années. Nos choix de sociétés actuelles, les choix socio-économiques des décideurs pris à l'échelle mondiale, pourront donc avoir une influence sur l'évolution du climat dès la deuxième moitié du XXIe siècle. Récapitulons. Nous avons donc trois types d'incertitudes. La variabilité naturelle, qui est intrinsèque au système et sera toujours présente. Elle impacte les projections climatiques à court terme, sur les 10 premières années, mais devient négligeable sur les durées plus longues. Nous avons ensuite l'incertitude scientifique et technique, que les chercheurs tentent de réduire par une meilleure compréhension du système climatique et de ses composantes, autant que par l'amélioration du matériel de mesure et de calcul. Elle est visible en comparant différents modèles climatiques pour les simulations de 20 à 50 ans. Enfin, l'incertitude socio-économique, qui dépend des choix de société et des décideurs. Elle a une influence sur les projections longues, à partir de 40 ans, en fonction des hypothèses choisies. L'incertitude est forcément présente, mais en tenant compte, on peut tout de même dégager les tendances du changement climatique. Le climat évolue, mais ça, c'est une certitude. Donc du coup, l'idée que j'essaie de faire passer, c'est que il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur le climat, il y a encore beaucoup de choses à faire pour développer améliorer les différents modèles informatiques qui permettent de modéliser le climat. Et puis aussi beaucoup d'incertitudes concernant notre capacité à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les années à venir. Du coup, ça me permet de faire la transition avec les impacts attendus du réchauffement climatique dans le monde. Donc autant ce que j'ai présenté avant, il n'y a pas trop sujet à discussion, autant les impacts à venir, c'est beaucoup plus on pense qu'il devrait y avoir ci, ça, mais il ne faut pas le prendre forcément pour argent comptant. C'est possible qu'on se plante et que dans 50 ans on se retourne et on se dise ah ouais, c'est encore pire que ça, ou alors finalement c'est pas si pire, c'est pas français. Mais... Donc, dans le 5e rapport du GIEC, il y a 4 scénarios qui ont été élaborés. C'est la première fois qu'il y avait ces 4 scénarios de concentration en gaz à effet de serre qui ont été élaborés. Donc les scénarios portent un nom qui s'appelle RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6 ou 8.5. Ça correspond en fait à des scénarios dans lesquels il y a un forçage radiatif de 2,6 watts par mètre carré d'ici 2100. Le forçage radiatif, c'est comme si finalement on avait 2,6 watts par mètre carré de soleil en plus. Alors c'est pas le soleil, c'est ce que je vous expliquais, c'est la couche de duvet qu'on est en train de rajouter, qui fait que l'atmosphère va nous renvoyer plus de chaleur, va garder plus de chaleur sur la planète. Donc c'est comme si on avait dans le premier scénario 2,6 watts par mètre carré en plus, 4,5 watts dans le deuxième scénario, 6 watts par mètre carré ou 8,5. Donc vous avez compris que ça va d'un scénario pas si pire, pour utiliser l'expression qui n'existe pas, à un scénario assez catastrophique dans lequel, enfin pas catastrophique, mais qui correspond finalement à un scénario dans lequel on continue d'émettre des gaz à effet de serre comme on l'a émis depuis 100 ou 200 ans. Et autre nouveauté, c'est que dans le dernier scénario de 2015, le rapport 2015, il y a des projections sur 4 périodes. Donc sur la période qui va venir, 2016-2035, sur la période 2046-2065, à l'horizon 2100 et à l'horizon 2300. Jusqu'à présent, les rapports ne parlaient que de la fin du XXIe siècle, donc 2100. À chaque fois, on disait d'ici 2100, il va faire ci, il va faire ça. Donc là, il y a des rapports intermédiaires, des simulations intermédiaires qui sont réalisées. Ça serait combien en ce moment le niveau radio,
en ce moment au niveau des gaz à effet de serre? Oui, vous voulez parler du forçage radiatif? Oui. Je ne saurais pas vous dire exactement à combien est-ce qu'on en est actuellement. Je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne donne pas de chiffres. Par contre, c'est comme si on avait ce qu'on a actuellement, plus 2,6 watts par mètre carré, plus 4,5, plus. Voilà. Et je ne saurais vraiment pas vous dire quel est le rayonnement, enfin la radiation qu'on reçoit actuellement sur la planète. Donc ce qui est probable ou très probable, donc là j'insiste de nouveau sur probable ou très probable, ce n'est pas une affirmation. La hausse des températures qui est prévue plus 0,5 degrés entre 2016 et 2035. On a déjà, j'ai expliqué 0,85, on a déjà eu, connu, et là d'ici 2035 on va avoir plus 0,5 degrés. 3 des 4 scénarios prévoient des températures supérieures à 2 degrés d'ici 2100, sachant que le but est de réussir à rester sous les 2 degrés. Donc il faudrait vraiment qu'on arrive à tenir dans le premier scénario RCP 2,6. Il est très probable que le nombre de jours chauds augmente, très probable que les vagues de chaleur soient plus fortes et plus fréquentes, et probable que les pluies diminuent dans les régions sèches et augmentent dans les hautes latitudes. On le verra plus loin, en fait, au niveau des précipitations en eau, enfin ça c'est valable surtout pour la Franche-Comté, on s'aperçoit qu'on ne prévoit pas plus d'eau. On devrait avoir la même quantité d'eau, sauf répartie de manière différente sur la saison. Plus d'eau en hiver, moins d'eau en été, ce qui pose problème, puisque plus d'eau en hiver égale plus de crues, enfin plus d'inondations, moins d'eau en été égale sécheresse. Donc ça pose problème. Ce qu'on appelle jours chauds, c'est les jours qui sont à partir d'une certaine température. Je ne pourrais pas vous dire quelle est la température exactement, c'est peut-être 26 degrés, peut-être 30 degrés, je ne sais pas. Mais ce n'est pas juste au doigt mouillé, hein. Ça correspond à une norme qui a été définie par l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale. Donc d'ici 2100, ce qui est prévu, c'est qu'on est selon les scénarios, hein, entre moins 43 et moins 95% de banquise en fin d'été, donc fin septembre. Donc là, vous voyez la banquise, ça c'est ce qu'on avait en moyenne sur le XXe siècle. Ce qu'on devrait avoir d'ici 2100, c'est moins 43 à moins 95% de banquise par rapport à ce trait-là. Moins 7 à moins 25% d'enneigement dans l'hémisphère nord. Une fonte des pergélisols à hauteur de 37, comprise entre 37 et 81%. Ça veut dire pergélisol? Donc ce sont les sols qui sont gelés toute l'année. Je l'avais dit un petit peu plus tôt dans la présentation, c'est les sols qu'on trouve par exemple au nord de la Russie, qu'on trouve au nord du Canada, qu'on trouve au Groenland. Ce sont des sols sur lesquels la température est toujours inférieure à 0 pendant au moins 2 ans. Donc en fait ces sols, le problème qu'il y a, c'est que quand ils fondent, ben, ça s'effondre, ça se délite complètement, et ça relâche du CO2, ça relâche du méthane, qui eux-mêmes alimentent le réchauffement climatique. Donc voilà, donc on devrait avoir 31 à 80% de pergélisol. Pour certains, c'est perçu comme étant positif, parce que ça nous permettra de cultiver ces superficies-là. Donc la Russie deviendra peut-être le grenier à blé du monde entier, c'est possible. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça a des impacts, pas forcément négatifs, le réchauffement climatique. Ça peut avoir des impacts positifs pour certaines régions, et ça peut avoir des impacts positifs pendant 10-20 ans, puis ces impacts positifs vont devenir négatifs, puisqu'on va sortir de la zone de confort dans laquelle on est. On le verra plus loin pour la Franche-Comté, et notamment pour le secteur de la forêt et de l'agriculture. Et ce qui est sûr et certain aussi, c'est qu'on va aller vers une hausse du niveau des mers de 40, comprise entre 40 et 98 cm. 40 cm à quasiment 1 mètre d'ici 2100. Et apparemment, d'après l'un des scénarios, on arriverait carrément à 3 mètres d'ici 2300. Donc là, ça fait quand même assez loin. J'ai des photos un petit peu plus loin de simulation de à quoi ressembleraient certaines côtes avec une hausse de 1 mètre du niveau des mers. Au niveau des espèces animales et végétales, extinction de nombreuses espèces animales et végétales qui ne pourront pas s'adapter au changement climatique trop rapide. Donc là, vous avez donc les différents scénarios, en jaune RCP 2,6, 4,5, 6, et puis l'idée c'est, pour pouvoir s'en sortir, il faudrait qu'ils puissent être dans cette zone-là. C'est-à-dire qu'ils sont capables de migrer hors des zones qui leur posent problème. Donc par exemple les carnivores, ils sont 4 pattes, ils peuvent assez facilement s'échapper entre guillemets des zones qui posent problème, donc ils peuvent migrer sur une distance de 60 km par décennie. Pour un arbre, c'est beaucoup plus compliqué. Donc du coup, voilà, il y a certaines espèces qui vont disparaître, d'autres qui vont proliférer,
qui peuvent être des parasites. Voilà, on a un écosystème qui est en équilibre, on est en train de déséquilibrer le système avec le réchauffement climatique. La production agricole à l'échelle mondiale, moins de 2% de rendement par décennie, c'est ce qui est prévu. Encore une fois, hein, c'est probable ou très probable. Une acidification des océans, donc il y a déjà eu une acidification des océans et ça va continuer. Et cette acidification des océans est quand même assez catastrophique pour tout ce qui est corail, tout ce qui est écosystème marin en fait, qui sont relativement fragiles. Le plancton aussi. Le plancton, ouais. Et le problème, c'est que les océans sont quand même les premiers puits de carbone au monde, devant les forêts. Donc ce sont eux qui absorbent la plupart du CO2 que nous on relâche en excès dans l'atmosphère. Et l'acidification des océans va jouer un rôle négatif à ce niveau-là, puisque c'est le plancton en fait qui absorbe le CO2 notamment. Et l'acidification des océans va poser problème à ce niveau-là. Donc ça va avoir un impact sur les écosystèmes marins et puis après, bon... sans rentrer plus dans les détails, accroissement des inégalités nord-sud, les pays du sud qui ont moins d'argent pour être préparés à ces changements-là et qui sont peut-être les pays les plus impactés par la hausse des températures, ou un petit peu plus morflés que nous. L'instabilité politique dans certains pays, tensions concernant l'accès aux ressources, etc. Le mieux, c'est de montrer en image passer quelques photos en revue pour voir ce que pourrait être le réchauffement climatique. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces images-là, c'est aux États-Unis actuellement, hein, dans l'ouest américain, en Californie notamment, il y a une méga sécheresse qui est en cours. Donc ça, c'est exactement le même endroit, hein. Ça c'est en 2011 et ça c'est en 2014. Alors la méga sécheresse, c'est un événement cyclique. Je ne sais pas si vous avez lu Les raisins de la colère de Steinbeck, ça se passe dans les années 30, et les personnes fuient en fait une méga sécheresse qui dure depuis plusieurs années, et qui fait qu'il y a le Dust Bowl, donc ces gros nuages de poussière. Donc en fait c'est des choses qui existent déjà aux États-Unis, qui sont cycliques, sauf qu'avec le réchauffement climatique, ça va être accentué, ces méga sécheresses. Donc d'après les scientifiques américains, il y a 50% de chances d'avoir une méga sécheresse longue de 10 ans durant le siècle à cause du réchauffement climatique. C'est quand même une chance sur deux d'avoir une méga sécheresse de 10 ans, et 20 à 50% de chances d'avoir une méga sécheresse de 35 ans. Donc là, il y a une vraie... là, ça commence vraiment à impacter les populations de manière très sérieuse. Et d'ailleurs, les Californiens, ils commencent à prendre en compte vraiment le réchauffement climatique, quoi. À considérer le réchauffement climatique. Ça, c'est aussi des autres photos. C'est exactement le même endroit, en 2011-2014. Toujours en Californie. D'autres photos encore. C'est assez impressionnant, c'est pour ça que j'aime bien utiliser ces images. Donc c'est pas forcément lié, on ne peut pas faire la corrélation, et à mon avis il y a des scientifiques qui me taperaient sur les doigts là, parce que je montre ça. Et ça permet de mettre en image ce que pourrait être le réchauffement climatique. Et là on voit la couverture neigeuse sur la Californie, donc ça c'est la Californie, ici. Et puis là c'est les montagnes rocheuses. Donc ça c'est en 2011, tout ça c'est de la neige en blanc, et puis la même période en 2014. Alors après il y a la variabilité naturelle du climat qui change peut-être qu'en 2015. Peut-être qu'en 2015 il y avait de nouveau, c'était peut-être de nouveau tout blanc. Donc voilà, ça c'est par rapport à la hausse du niveau des mers. Donc en bleu, c'est ce qui serait sous l'eau avec une augmentation de 1 mètre. Donc c'est ce qui est prévu pour la fin du XXIe siècle. Donc les Pays-Bas ont quand même pas mal de soucis à se faire. Ils ont quasiment la moitié de leur pays qui est menacé par la montée des eaux. Ils sont déjà sous le niveau de la mer, mais là ils sont encore plus sous le niveau de la mer. Donc soit on s'adapte, soit on fait des ouvrages d'art qui vont coûter des millions, des milliards, soit on recule. On bouge la population. Je ne sais pas quel va être le parti pris, mais il me paraît compliqué de bouger des villes entières comme Amsterdam, Rotterdam, etc. Ils ont déjà investi 15 milliards. Ils Ouais. ont déjà remonté leur de 15 milliards d'euros. Ouais. Là, il y a 2 ans. Ça fait du travail pour les entreprises locales. Mais bon, ça coûte cher. À Macao, Hong Kong ici, Macao, en Chine. Donc ça, quand on connaît la densité de population à cet endroit-là, on devine que ça va être problématique. En France, la Camargue, on pourra peut-être faire une croix dessus, d'ici la fin du siècle, juste à côté de Montpellier. Ici, c'est le Cotentin, donc c'est la partie qui commence à remonter, la partie de la Normandie, qui commence à remonter, 40 ans, Sainte-Mère-l'Église, donc pas loin de là où il y a eu le débarquement. Donc, toutes les parties en bleu ici, voilà, qui vont être recouvertes. Et puis la partie de Saint-Nazaire, Guérande. Vous pouvez aller sur le site internet, vous avez le monde entier en fait
où vous pouvez voir, vous balader sur les différentes cartes et puis zoomer à différents endroits et voir où est-ce que ça va remonter, quels vont être le... Et vous pouvez mettre donc 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, vous pouvez vous-même cliquer sur l'onglet pour voir ce que ça représente. Donc si toutes les mers, enfin toutes les glaces sur Terre fondaient, ce qui n'est pas possible, hein, mais en admettant que toutes les glaces fondent, il y aurait 79 mètres d'eau en plus. Donc vous pouvez cliquer sur 79 mètres et voir à quoi l'Europe ressemblerait, l'Amérique du Nord, etc. Donc des cartes qui ressemblent à plus du tout ce qu'on connaît. Est-ce que vous pourriez me laisser les documents à mettre sur le site internet et le lien? Ouais. Comme ça, les participants pourront tout retrouver, les documents, tout ce qu'il faut. D'accord. Également aussi en Australie, novembre 2014. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu ces animaux, ce sont des sortes de chauves-souris mais qui sont énormes, qui font un petit peu peur, on dirait un petit peu sorti d'un film d'horreur. J'aurais dû mettre une photo où on les voit vivants parce que là ils sont morts. En fait il a fait tellement chaud en novembre 2014 qu'il y a eu une hécatombe, il y a eu des milliers de chauves-souris comme ça qui sont mortes. Et donc avec le réchauffement climatique, clairement ce sont des espèces qui, quand elles prennent un peu de chaud, elles meurent. Donc les températures étaient montées à 44 degrés, elles n'avaient pas supporté. Avec le réchauffement climatique, ça va certainement aller de mal en pire pour elles. Vous avez peut-être vu aussi ces images-là d'un grand cratère, enfin de plusieurs grands cratères qui se sont formés en plein milieu de nulle part en Russie. Ils se sont demandé ce que ça pouvait être, ils ont envoyé des scientifiques sur place qui ont fait différents relevés. Et en fait, l'une des théories, l'une des explications, en fait, c'est que ce sont des poches de méthane, c'est encore une fois les sols qui fondent, ce sont des poches de méthane qui se forment et qui explosent. Et qui du coup provoque cette explosion et puis ce cratère autour de la Terre qui est éjecté. Normalement la concentration de méthane dans l'atmosphère c'est 0,0007%, quelque chose comme ça. Là les concentrations elles étaient de 9% quasiment. Donc voilà, c'est vraiment un endroit où il y a énormément de méthane. Et il y a des trous comme ça, je crois qu'ils en ont retrouvé une quinzaine dans l'immensité russe. Donc ça c'est clairement lié au réchauffement climatique, d'après ce qui se dit. Et ça, vous avez peut-être vu ces images également en Alaska en septembre 2014, c'est des phoques qui sont obligés de se réfugier faute de banquise. C'était, je crois, l'année où la banquise était la plus petite qui existait. Ils n'avaient pas d'endroit où se réfugier, donc ils étaient obligés de se réfugier sur la terre ferme. Et c'était un phénomène qui n'avait jamais été observé. Apparemment, il y aurait 35 000 phoques comme ça. Et le problème, c'est que ça menace directement leur survie. Les petits sont écrasés par les gros, ceux qui sont au milieu, ils n'arrivent plus à bouger. Enfin, voilà. Donc ça, c'est le réchauffement climatique en avant-première, hein. Les premières victimes du réchauffement climatique ou les premiers résultats. Par contre, il faut faire quand même un peu attention aux images chocs, aux raccourcis un peu rapides, et je l'ai peut-être fait d'ailleurs, ce raccourci un peu rapide sur la première partie. Mais bon, il n'y a rien de plus, de plus palpable, de plus visible que des images, donc voilà, j'essaie de trouver quand même des choses. Donc les images chocs, c'est ça notamment, vous avez peut-être vu ça au mois de juillet. C'est une photo qui a pas mal tourné au mois de juillet, c'était... je ne sais plus si c'est en Alaska ou au Groenland, je ne me rappelle même plus maintenant. Mais c'est une femelle ours qui est vraiment rachitique, alors qu'on est à la fin de la saison d'été. Elle devrait être bien en forme pour pouvoir affronter l'hiver. Et apparemment elle est blessée à la patte arrière, mais c'est peut-être le fait qu'elle soit blessée à la patte arrière qui fait qu'elle est rachitique. Elle est peut-être vieille, elle est peut-être mourante parce qu'elle est vieille. Ça permet, on peut assez facilement détourner cette image en disant regardez la pauvre, elle ne trouve plus rien à manger, mais c'est peut-être juste la nature qui est faite comme ça. On est peut-être face à une vieilleure qui est blessée et qui va mourir dans l'année, quoi. Donc faire un petit peu attention à ça. Aussi, ça c'est l'image du tsunami au Japon, 2011. On a tendance à penser, voilà, toutes les catastrophes naturelles qu'il y a, c'est dû au réchauffement climatique. Voilà, le tsunami, pour le coup, ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. C'est un tremblement de terre qui provoque une énorme vague. Réchauffement climatique ou pas, il y aura toujours des tsunamis, il y aura toujours des glissements de terrain, des choses comme ça. Et puis une dernière chose, l'érosion du littoral aussi, en France. Il y a eu une succession de tempêtes, alors je ne sais plus si c'est entre 2013 et 2014, dans l'hiver 2013-2014, il y a eu énormément de tempêtes assez importantes. Il y en a eu, je crois, 3 ou 4 qui se sont succédés. Et du coup, voilà, on avait vite fait, à certains endroits, le trait de côte a reculé de 40 mètres. Donc on a vite fait de faire le lien entre la hausse du niveau de la mer et puis le fait qu'il y a une augmentation des tempêtes et que ça érode le littoral. En fait, c'est plus... c'est un phénomène cyclique, l'érosion. Donc les vagues, pas les vagues, les plages, les dunes avancent, reculent, elles l'ont toujours fait. Et c'est pas lié forcément au réchauffement climatique. La mer n'a pas assez monté pour que ce soit lié au réchauffement climatique.
en 2100, quand la mer aura augmenté de 1 mètre, effectivement, on pourra faire le lien. Mais là, clairement, les scientifiques disent qu'il n'y a pas de lien pour l'instant. Et si on a des problèmes, c'est plutôt dû à l'urbanisation qui se fait pile sur le trait de côte, quoi, à des endroits où on ne devrait pas construire, parce qu'à cet endroit-là, on sait que c'est le mouvement, qu'il y a un recul ou une avancée des dunes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça avant d'attaquer la dernière partie ? Donc du coup, qu'est-ce qui nous attend en Franche-Comté? Alors, faut être d'autant plus prudent quand on descend à l'échelle régionale que, je vous disais, à l'échelle mondiale, on attend ça, ça et ça, mais soyez prudents. Alors à l'échelle régionale, on attend ça, ça et ça, mais soyez encore plus prudents. Quoi. Parce que les modèles climatiques qu'on fait tourner, en gros, c'est sur des gros carrés de 2 à 300 km. Quand on descend à l'échelle de la Franche-Comté, on n'arrive pas à avoir des résultats suffisamment fins pour pouvoir vraiment modéliser précisément ce qui nous attend, et encore moins sur le secteur des Vosges saunoises, enfin encore moins en Haute-Saône et encore moins sur le secteur des Vosges saunoises. Donc les grandes tendances que je vais évoquer là, c'est des choses soit qui sont très fortement pressenties au niveau mondial et qu'on peut transférer au niveau local, soit des choses qui sont très probables mais pas certaines. Ce qu'on a déjà observé en France, entre 0,7 et 1,1 degré de hausse de température au cours du XXe siècle. Donc là, on le voit très bien sur ce graphique. On voit que les années les plus chaudes, elles sont vraiment concentrées sur 1990. C'est 1990 ici, et puis jusqu'à aujourd'hui, 2015. Et ce qu'on a observé en Franche-Comté, c'est la même chose, 0,7 degré de hausse. Donc ça, c'est la température moyenne à Besançon entre 1960, je crois. Non, 1900. C'est 1900, oui. Et oui, c'est le XXe siècle en fait. Entre 1900 et 2000. Donc on voit clairement, donc en trait épais noir, c'est la moyenne, quoi. On voit clairement qu'il y a une augmentation de la température. Donc 0,7 degré de hausse en Franche-Comté. Donc on ne déroge pas à ce qu'on observe au niveau national. On observe aussi une perte d'un mois d'enneigement entre 1960 et 2000 sur le massif jurassien. Donc quand on parle d'enneigement, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins 5 ou 10 cm au sol de neige, donc c'est aussi quelque chose qui est normé. C'est pas juste quand c'est saupoudré de blanc qu'on peut compter l'enneigement. L'avancée des vendanges et de la récolte des foins se fait 10 à 15 jours en avance par rapport à il y a 30 ans. Donc ça, on le voit ici avec l'ouverture du banc des vendanges. Là, vous avez le mois d'octobre, septembre, août, juillet. Et on voit que clairement c'est à la baisse en fait. Enfin, on recule dans le calendrier pour ouvrir le banc des vendanges dans le Jura. Ça c'est aussi le nombre de jours avec plus de 10 cm de neige au sol à Mout. Donc ce qu'on observe de manière générale, c'est des étés plus chauds et plus secs et des hivers plus doux et plus arrosés. Donc ça c'est ce qu'on a déjà observé par les relevés météorologiques locaux. Donc les changements à venir, ce qu'on prévoit, c'est qu'à la fin du XXe siècle, on soit à 14,3 degrés de température moyenne annuelle, alors qu'actuellement on est à 10,9. Donc on est sur une hausse de 3,4 degrés en 100 ans, en Franche-Comté. Température moyenne d'été entre 16,5 et 22,5, on suit la même tendance. Les jours chauds, on passe de 50 jours chauds en moyenne sur la fin du XXe siècle à 90 jours chauds. La température moyenne en hiver, on suit la même tendance, on passe de 2,5 à 6 degrés, le nombre de jours froids réduit. J'ai dit quelque chose de... Je me suis trompé? Non. Les précipitations sont... On prévoit que les précipitations restent stables en volume. Donc on aura a priori la même quantité d'eau qui va tomber jusqu'en 2080. Sauf que, comme je l'ai évoqué plus tôt, cette eau sera répartie de manière différente au cours de l'année. On aura plus d'eau en hiver, à partir de 2030 surtout, et une baisse des précipitations en été à partir de 2050. Donc forcément, ça va avoir un problème, ça va accentuer les sécheresses, le stress hydrique pour les végétaux, pour la culture, pour la forêt. Et puis en hiver, on va se retrouver avec plus d'eau que ce qu'on a actuellement, sauf qu'en hiver, on n'a pas vraiment besoin d'eau, quoi. Et puis ce qu'on observe, a priori, c'est une baisse, enfin ce qu'on prévoit, c'est une baisse des précipitations annuelles à l'horizon 2080. Avec toujours en tête que plus on s'éloigne d'aujourd'hui dans les modèles, plus l'incertitude grandit. Donc en carte, cartographiquement, ça ressemble à ça. Les températures moyennes annuelles entre 76 et 2000, donc là on est aux alentours de 10-11 degrés, on est surtout dans les tons bleus. À l'horizon 2030,
2050 et 2080, on voit clairement qu'il y a un réchauffement. On est voilà, encore dans les tons bleus, aux alentours, je pense, de 10-11 degrés. Donc ça c'est pareil, c'est aussi, enfin je mettrai à disposition le diaporama, vous pourrez un peu mieux zoomer et voir les températures prévues. Mais là, sur 2080, on est plutôt dans les tons jaunes qui correspondent à du 13 degrés à peu près, quoi. Quelque chose comme ça. Donc ça c'est pour les températures. Et pour les précipitations, donc sur les précipitations, ça nous donne ces cartes. Il n'y a pas énormément de différence, puisque j'expliquais, il y a a priori en volume, il ne devrait pas y avoir d'énormes différences de perte de précipitation, sauf à partir de 2080 où clairement ça devient un petit peu plus clair que ce qu'on a actuellement. Plus c'est bleu, enfin plus ça tend vers le violet, vers le bleu-violet, plus il y a de précipitation. Et plus ça tend vers le vert, vers les couleurs claires, moins il y a de précipitation. Donc on voit quand même que la carte, là, globalement, elle devient un peu plus claire que ce qu'on a sur la moyenne 71-2000. Donc en résumé, le climat a déjà changé, il a déjà commencé à changer, il va continuer à changer à l'avenir. Et en fait, selon le scénario qui a été retenu par Météo France, qui ressemble au scénario le plus, fiable pour le développement de la Franche-Comté, c'est comme si la hausse des températures était équivalente à une dérive de la station météo de Besançon de 10 mètres par jour. Parce que nous, le climat du sud est en train de remonter. C'est comme si nous, finalement, la station météo était en train de redescendre de 10 mètres tous les jours. Ou c'est comme si la station était en train de perdre 1 cm d'altitude chaque jour. Donc là, quand on se dit 10 mètres par jour, là, vous avez une station, la station météo qui est là, demain elle est là-bas, et puis le jour d'après elle est là-bas, etc., etc. Et puis à la fin de l'année, du coup, elle a fait 3,6 km. Et au bout d'une décennie, elle aura fait 30 km, et au bout de 100 ans, elle aura fait 300 km. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est comparer en fait, le climat de Besançon futur avec le climat actuel d'une ville européenne. Donc d'ici 2030, Besançon devrait avoir le même climat que le Lyon d'aujourd'hui, d'ici 2030. D'ici 2050, on estime que ce sera le même climat que la ville d'Arezzo, qui est située en Toscane, à 75 km de Florence. Et d'ici 2080, le même climat que la ville de Ioannina, qui est une ville située en Grèce, à la frontière avec l'Albanie. Avec cependant le petit bémol qu'il y a une incertitude plus forte pour ce climat. Mais ce qui ne veut pas dire, c'est-à-dire qu'on aura les températures, moyennes de ces villes-là, mais on n'aura pas le climat méditerranéen agréable actuel. Parce qu'on aura une humidité et des précipitations différentes que ce que eux ont. Donc ça ne va pas devenir une petite Venise, la Haute-Saône. Par contre, on va avoir la même température moyenne que ces villes-là actuelles. Donc, du coup, après, je vais essayer de passer en revue les différentes thématiques, mais c'est un petit peu compliqué en fait de segmenter l'eau, la biodiversité, etc. Parce que finalement, tout est lié en fait. Quand vous baissez l'eau, ça impacte la biodiversité va impacter la faune, la flore, l'eau va aussi impacter l'agriculture. Enfin, voilà, donc j'ai quand même un petit peu segmenté les choses. Et ce qui est prévu sur l'eau, c'est une baisse des précipitations en été. Du coup, ça va entraîner une modification des débits moyens et des débits d'étiage. Les débits d'étiage